Nous allons donc voir maintenant les indications thérapeutiques dans l'instabilité antérieure récidivante de l'épaule. Alors l'instabilité antérieure de l'épaule est le résultat de lésions capsulo-ligamentaires, ce qu'on appelle la lésion de Bankart, avec une distension des ligaments gléno-huméraux et aussi parfois un arrachement du côté de l'humérus. C'est aussi le résultat de l'hyperlaxité, c'est-à-dire d'une rotation externe excessive, et c'est aussi le résultat de lésions osseuses du côté de la glène ou de l'humérus. Alors, de manière un peu simpliste, on peut schématiser l'épaule comme ceci, avec d'un côté un palmier, de l'autre côté un rocher et un hamac avec un petit bonhomme dedans. C'est ça qui maintient l'épaule en place, c'est cette capsule articulaire et ces ligaments gléno-huméraux. Et donc, la lésion principale de l'instabilité antérieure de l'épaule, c'est le détachement du hamac du côté du palmier, c'est-à-dire donc ce qu'on appelle la lésion de Bankart, c'est l'arrachement du labrum, du bourrelet glénoïdien, sur le bord antérieur de la glène. Mais ce n'est pas la seule lésion, hein, puisque c'est des instabilités récidivantes, ça veut dire qu'il y a des subluxations ou des luxations multiples, et donc il se produit avec le temps une distension capsulo-ligamentaire. C'est pour ça que quand on fait une opération de Bankart, non seulement on réinsère le labrum, mais on retend la capsule et les ligaments de l'épaule. L'opération de Bankart, donc, elle a été décrite dans les années 20 par ce chirurgien anglais et elle consistait à foyer ouvert à réinsérer la capsule, à la raccourcir, donc à la réinsérer avec des sutures du côté de la glène pour empêcher la luxation récidivante ou la subluxation récidivante de l'épaule. En fait, donc, on a fait cette opération sous arthroscopie en utilisant des encres et des sutures et on a observé des succès, mais on a observé aussi des échecs. Et en fait, donc, on a essayé de comprendre pourquoi on avait des échecs avec cette technique. Et on a conclu que c'était notre incompétence à sélectionner le bon patient pour la bonne opération. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut faire une opération de Bankart, c'est-à-dire uniquement sur les tissus mous, ou est-ce qu'il faut faire aussi une opération osseuse de type butée de la targée? Et donc, pour savoir ça, pour répondre à cette question, il faut savoir quels sont les patients à risque d'échec après une opération de Bankart sous arthroscopie. Et c'est ce qu'on a fait, nous, ici à Nice. On a étudié beaucoup les facteurs pronostiques de récidive de l'instabilité antérieure après traitement chirurgical. Et on a défini un score qu'on a appelé le score ISIS, Instability Severity Index Score. C'est ce score que je vais vous présenter. Vous voyez en quoi il consiste. En fait, on a trouvé dans une série de patients opérés de Bankart arthroscopique qu'il y avait plusieurs facteurs qui étaient sources de récidive. En particulier l'âge inférieur à 20 ans. Vous voyez, si vous avez opéré un patient qui a moins de 20 ans, il y a 31% de chances pour qu'il récidive après un Bankart arthroscopique. Donc une chance sur 3. S'il fait un sport avec contact ou un sport armé-contré, pareil, 33% d'échecs. S'il fait un sport en compétition, 50% d'échecs. Donc c'est énorme, un cas sur deux. S'il est hyperlaxe, le risque de récidive est de 20%. S'il a une lésion de Hill-Sachs, c'est-à-dire une fracture enfoncement postérieure de la tête humérale, le risque de récidive est de 30%. S'il a une perte de substance de la glène, le risque de récidive est de 37%. En fait, c'est très simple, ce score, il est très utile dans la pratique courante, puisqu'il permet, donc c'est un score sur 10 points, vous posez 3 questions à votre patient. Quel âge avez-vous? Moins de 20 ans, plus de 20 ans, vous donnez 2 points s'il a moins de 20 ans. Est-ce que vous pratiquez un sport en compétition? Si c'est la réponse c'est oui, vous donnez 2 points. Quel type de sport pratiquez-vous? Si c'est un sport avec contact ou armée forcée, vous lui donnez 1 point. Vous l'examinez, vous regardez s'il est hyperlaxe, c'est-à-dire s'il a une rotation externe à plus de 90 degrés. À ce moment-là, vous lui donnez 1 point. Vous regardez la radio. Si vous voyez une lésion de Hill-Sachs sur la radio en rotation externe, vous lui donnez 2 points. Si vous voyez une perte de substance de la glène, vous lui donnez 2 points. Ça fait un total de 10 points. Et donc, ce qu'on a montré, c'est ça, c'est que chez les patients qui n'avaient pas de récidive, le score était égal à 2,7 points sur 10. Chez les patients qui avaient une récidive après Bankart, le score était à 5,3 points. En fait, plus le score est haut, plus le risque de récidive est important. Donc il faut se fixer une limite. Pour nous, la limite, c'est 5% de récidive maximum. Ça veut dire un score ISIS entre 0 et 3. Si le score est entre 4 et 6, vous avez 10% de chance de récidive. Si le score est supérieur à 6 points, vous avez 70% d'échecs après un Bankart arthroscopique. Donc il ne faut pas le faire.
Donc pour nous, la sélection du patient, elle est simple. Soit le score ici est inférieur à 3 et il n'y a pas de lésion osseuse et on fait un Bankart arthroscopique. Soit le score ici est supérieur à 3 et en plus il y a des lésions osseuses et c'est une contre-indication au Bankart arthroscopique. Alors comment sélectionner le bon patient pour la bonne opération pour le bon patient? C'est-à-dire comment avoir tout juste au premier coup et pas avoir un échec. Pour le chirurgien c'est très important mais pour le patient encore plus. Il faut en fait répondre à 3 questions en se donnant de l'imagerie. Première question, combien est le score ISIS? On vient de voir, inférieur ou supérieur à 3. Deuxième question, quel type de lésion est-ce qu'on doit affronter? Est-ce que ce sont des lésions des tissus mous, des ligaments uniquement? Est-ce que ce sont des lésions osseuses ou est-ce que c'est les deux? Troisième question, de quel côté sont localisées les lésions osseuses? Est-ce que c'est du côté de l'humérus, de la glène ou des deux? Donc, premièrement, demandez un scanner 2D et 3D. Pourquoi? Parce que la perte de substance osseuse est sous-estimée à la fois du côté huméral et du côté glénoïdien. Vous voyez cette énorme perte de substance de la glène et cette fracture-enfoncement de l'humérus. Donc là, il y a 5 situations cliniques possibles. Soit il n'y a pas de perte de substance osseuse avec une bonne capsule, soit il n'y a pas de perte de substance osseuse mais le patient est hyperlaxe et a une mauvaise capsule et des ligaments, soit il y a une lésion isolée de Hill-Sachs, donc du côté huméral, soit il y a une fracture ou une érosion du bord de la glène, et soit il y a une perte de substance de la glène et une fracture humérale. Voyons ces 5 situations. Première situation, comment est-ce qu'on fait avec un patient qui a une bonne capsule et pas de perte de substance osseuse? C'est l'indication parfaite pour une opération de Bankart sous arthroscopie. Ça veut dire que ce patient il a un score ISIS à moins de 3, ça veut dire qu'il a plus de 20 ans, ça veut dire qu'il ne pratique pas de sport à risque en compétition, qu'il n'a pas d'hyperlaxité et il n'a pas de lésion osseuse ni du côté de la glène ni du côté de l'humérus. Si vous faites un Bankart, donc vous réinsérez le labrum et en même temps vous retendez la capsule en médiolatéral et en inféro-supérieur. Donc quelques trucs pour le Bankart arthroscopique, il faut bien aller en avant bien sûr, mais il faut aller en bas jusqu'à 6 heures, voire jusqu'à 7 heures pour retendre la capsule antérieure. Deuxième situation clinique, le patient est hyperlaxe, il n'a pas de lésion osseuse, mais il a une mauvaise capsule. Donc c'est le cas ici, vous voyez cette jeune fille, elle a une rotation externe à 90 degrés, on regarde la glène, elle est parfaite, l'humérus, il n'y a pas de fracture enfoncement, évidemment, puisque comme elle est hyperlaxe, elle laisse sortir sa tête humérale sans que ça abîme le rebord de la glène, sans que la tête humérale soit enfoncée. Donc quand on l'examine, on voit qu'elle est hyperlaxe, vous voyez, elle a 200 degrés d'élévation antérieure, elle a une rotation externe excessive et elle n'a pas de lésion osseuse. Là, il y a une opération qui est fantastique, c'est l'opération de TRIA. Ça consiste à faire une butée avec la coracoïde, mais à se servir que de l'effet sangle du tendon conjoint qui est inséré sur la coracoïde. On ne cherche pas l'effet butée lui-même, on cherche l'effet sangle. Et donc pour ça, on va abaisser et médialiser la coracoïde, comme vous le voyez, et on va la fixer avec une vis ou avec un bouton, comme nous faisons actuellement. Donc c'est une plastie extra-articulaire qui va sangler l'épaule et qui va empêcher la luxation récidivante. Voici donc un cas chez cette jeune fille où avec une vis ou un double bouton, on va pouvoir stabiliser l'épaule. Maintenant, si le patient, troisième situation, a une lésion osseuse de la tête humérale, comme c'est le cas ici, vous avez un gros enfoncement de la tête humérale, mais vous n'avez pas de lésion de la glène. Donc généralement, c'est des patients qui ont une capsule assez rigide, qui ne sont pas hyperlaxes. Voici un cas ici d'un patient, donc 24 ans, de luxation traumatique. Il est un peu hyperlaxe, il a un score ISIS à 4, il a une fracture enfoncement de la tête humérale importante, avec une lésion, ce qu'on appelle engageante. Il n'a pas de lésion de la glène. On lui fait donc une opération donc, de Hill-Sachs remplissage qui a été décrite par Gene Wolfe aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on va boucher le trou dans la tête humérale par la capsule et l'infraspinatus pour empêcher l'engagement de la tête humérale en avant. Cette opération, donc, elle se faisait avant à ciel ouvert, maintenant elle se fait sous arthroscopie. On va donc réinsérer la capsule et l'infraspinatus dans le défect osseux de la glène et en même temps on fait le Bankart en avant. Donc ce patient, vous voyez le résultat, il est très satisfait, il a pu reprendre le tennis, il n'a pas du tout d'instabilité, il n'a pas perdu beaucoup de mobilité, ni en rotation externe, ni en rotation interne, et donc il est très satisfait de l'opération.
Quatrième situation, donc on a une fracture de la glène. Donc là, on va réinsérer le fragment osseux s'il est de bonne taille, comme l'a suggéré Sugaya au Japon. Et donc, on va pouvoir observer une reconstitution de la surface de la glène avec la retention capsulo-ligamentaire dans le même temps. En fait, il faut distinguer les fractures avulsion des fractures compression de la glène, c'est-à-dire les pertes de substance où là, il y a une récidive. Vous voyez donc sur ces deux études, celle de Brad Edwards et celle de Sugaya, quand vous avez une fracture, le risque de récidive, donc, il est modéré, mais quand vous avez une érosion, il est beaucoup plus important. Et vous voyez que les lésions osseuses, que ce soit les fractures et les éculements, en fait, sont sous-estimées et qu'elles existent dans 90% des cas. D'autre part, il ne faut pas non plus sous-estimer le fait qu'une fracture de glène, au départ, le fragment il est intact, mais qu'avec le temps qui passe, ce fragment osseux se résorbe. Et donc, à la fin, on se retrouve avec une perte de substance de la glène, comme on le voit ici chez ce patient, où on a fait des scanners successifs. Cinquième et dernière situation, c'est le patient avec une perte de substance de la glène et ou de l'humérus, comme ici. Bien sûr, il a un score ISIS supérieur à 3. Il a une perte de substance osseuse de la glène importante, vous le voyez avec la méthode du cercle. Et donc là, il faut lui refaire le rebord de la glène, donc faire une butée. Mais pas que, il faut aussi retendre la capsule, puisque en fait, ces patients qui ont une perte de substance de la glène ont souvent une distension capsulaire importante. Donc l'opération de Latarjet, voici en quoi elle consiste. Elle consiste à détacher la coracoïde et à la passer au travers du sous-scapulaire, de façon à faire une sangle avec le tendon conjoint et avec la partie inférieure du sous-scapulaire. Donc cette opération, c'est une opération dynamique. Elle se faisait à ciel ouvert avec une fixation avec 2 vis. Nous l'avons modifié pour la faire avec des boutons. On va vous montrer comment. Il y a des chirurgiens qui préfèrent faire des greffes osseuses sans prendre la coracoïde. Donc ça veut dire prendre une crête iliaque ou prendre une allogreffe. Ça coûte plus cher et il y a plus de risques d'infection et beaucoup plus de problèmes avec les greffes qu'avec la coracoïde. C'est pour ça que nous restons fidèles à la coracoïde. Et en fait, comme on fait une opération de bancarde dans le même temps, on a un triple effet. Un effet donc de butoir du labrum, un effet de butoir osseux avec la butée et un effet de sangle avec le tendon conjoint et la partie inférieure du sous-scapulaire. Ici, le double bouton que nous utilisons pour faire cette opération sous arthroscopie et la radio et le scanner de contrôle. Donc en résumé, ce que j'ai voulu vous montrer dans cette présentation, c'est qu'on peut identifier en préopératoire les patients qui sont à risque d'un échec pour une opération de Bankart isolée. En fait, c'est très simple. Il faut poser 3 questions. Quel âge avez-vous? Faites-vous un sport en compétition? Faites-vous un sport contact ou armé? Et donc, vous définissez un nombre de points à chaque fois. Vous l'examinez, vous voyez s'il est hyperlaxe, vous donnez un point, vous regardez la radio ou le scanner et vous regardez s'il y a des lésions osseuses du côté de la glène ou du côté de l'humérus. Si le score ISIS est supérieur à 3, c'est une contre-indication au Bankart arthroscopique. Maintenant, il faut répondre à 3 questions. Est-ce que le score ISIS est inférieur ou supérieur à 3? Quel type de lésions avons-nous à faire? Des lésions ligamentaires ou osseuses ou les deux? De quel côté? Du côté de l'humérus, du côté de la glène ou les deux? Et donc, première situation, le patient donc, a un score ISIS inférieur à 3, il n'a pas de lésion osseuse, il n'est pas hyperlaxe, on peut lui faire un Bankart sans problème. Qu'est-ce qu'on va faire si le score ISIS est supérieur à 3? Eh bien, s'il n'y a pas de lésion osseuse, que le patient est hyperlaxe avec une mauvaise capsule, on va lui faire un Bankart ou une retention capsulaire associée à l'opération de TRIA. Il n'y a pas besoin de faire la butée, l'effet sangle suffit. S'il a une lésion isolée de la tête humérale, donc une large et profonde lésion de Hill-Sachs, on va lui faire le Bankart plus le Hill-Sachs remplissage. S'il a une perte de substance de la glène ou une fracture de glène, on va lui faire l'opération de Bankart avec la refixation du fragment osseux. Et s'il a une perte de substance de la glène, on va lui faire l'opération de Latarjet avec le Bankart. Donc vous voyez qu'on a 5 situations cliniques différentes avec 5 solutions à chaque fois. Soit le Bankart isolé, soit le Bankart avec TRIA, soit le Bankart avec Hill-Sachs remplissage, soit le Bankart avec refixation du fragment osseux, soit le Bankart avec le Latarjet. À chaque fois, on a une réponse aux différentes situations cliniques auxquelles on fait face. Et donc, lorsque les décisions sont basées sur la pathologie,
Ça permet de solutionner les problèmes et donc de rendre les patients heureux et les chirurgiens par la même occasion. Je vous remercie pour votre attention.